Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'ancien chef du parti au pouvoir burundais, Hussein Radjabou, s'est évadé de prison. Une évasion qui intervient à quelques mois d'une présidentielle sous tension. La chute du prix du pétrole menace l'économie algérienne. Le gouvernement vient d'adopter des premières mesures d'austérité et pourrait être contraint de revenir sur certaines de ses promesses. Et Madagascar, toujours en proie aux inondations après les épisodes de fortes pluies, l'agrandit le compte des milliers de sinistrés alors que l'aide d'urgence peine à s'organiser. Mais tout d'abord en Côte d'Ivoire, c'était ce lundi le début des plaidoiries dans le procès des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les avocats des partis civils réclament 2000 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Pour rappel, l'ancienne première dame Simone Gbagbo et ses 82 co-accusés sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État lors de la crise post-électorale de 2010-2011. C'est un événement qui risque d'accroître un peu plus les tensions au Burundi. Hussein Radjabou, l'ancien leader du parti au pouvoir, s'est évadé de prison dans la nuit de dimanche à lundi. Il purgeait depuis 2008 une peine de 13 ans pour complot contre la sûreté de l'État. L'évasion aurait été permise grâce à la complicité de plusieurs membres de la sécurité. Écoutez les précisions de notre éditorialiste Gracien Rokindi-Kiza. Les éléments qui confortent l'évasion de Hussein Radjabou de la prison centrale d'Mpimba sont surtout l'organisation, parce qu'il est parti avec le chargé, ce qu'on appelle le DOCOR, chargé de la sécurité de Mpimba. Il est parti aussi avec les policiers qui étaient de faction, et c'est une préparation qui a été faite minutieusement avec des gens, des familles qui étaient déjà évacuées à l'étranger. Et il y a même une confirmation de l'arrivée de Radjabou à l'étranger. Donc il serait parti par le lac Tanganyika, donc avec une complicité de plusieurs personnalités du CNDD-FDD, y compris, selon certaines sources, y compris quelques généraux. La commission électorale togolaise a clôturé dimanche soir le dépôt des candidatures pour la présidentielle. 5 dossiers ont été enregistrés. Parmi ceux-ci, 4 sont de l'opposition, le 5e étant celui du président sortant Faure Gnassingbé. Les candidatures doivent à présent être validées par la Cour constitutionnelle. Ibrahim Ndiaye. On connaît désormais les candidats à la magistrature suprême pour la présidentielle au Togo. Ils sont au nombre de 5, dont 4 issus de l'opposition. Il s'agit d'Aimé Tchabouré Gogué, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement intégral, l'ADI, Jean-Pierre Fabre de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, Jéry Tama, le président du NET, le nouvel engagement togolais, et Mohamed Tiassona Traoré du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Du côté de la majorité présidentielle, c'est le chef de l'État sortant Faure Gnassingbé qui portera la couleur de l'Union pour la République. On a la confirmation que l'opposition ira en rang dispersé. Jusqu'à hier, certains observateurs pensaient encore qu'au dernier moment, il y aurait un sursaut et que l'opposition pourra trouver une formule pour présenter un candidat. Mais finalement, on se rend compte que les années d'hier, puisque que ce soit Adi ou encore le NEC, ils ont tous fait partie à un moment du CAP 2015 et les années d'hier donc n'ont pas pu trouver une formule. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avait fixé la date de clôture des candidatures ce dimanche à minuit. On note cependant l'absence de l'ancien Premier ministre Agbeyomo Kodjo ou encore le président du parti des Togolais, Alberto Olympio. Par rapport aux candidats déclarés à la CENI, il y a quand même une surprise, on va dire, c'est l'absence d'Alberto Olympio, qui a été d'ailleurs le premier à annoncer sa candidature, le petit-neveu de l'ancien président du Togo. Il a été sur le terrain pendant plusieurs mois pour finalement aujourd'hui se désister, parce qu'officiellement il y a une polémique autour du fichier, il réclamait l'accès à la base de données du fichier électoral. La CENI n'a pas fait de renseignement, donc il s'est retiré. Et c'est aussi l'une des surprises finalement des candidatures déclarées à ce jour à la CENI. La présidentielle est prévue pour le 15 avril 2015 au Togo. C'est un scrutin à tour unique. Le candidat qui aura le plus de voix à l'issue de ce vote sera déclaré vainqueur. L'Algérie, pays producteur de pétrole, subit actuellement les contre-coups de la chute du prix du baril. Une conjoncture qui amène le président Abdelaziz Bouteflika à renoncer à certaines de ses promesses de campagne, mais aussi à réformer son économie. Des premières mesures d'austérité ont déjà été adoptées. Ibrahim Ndiaye.
plan d'austérité ou d'ajustement. Face à la chute du baril du pétrole, l'Algérie réajuste son programme de développement. Pour faire face à la répercussion de la baisse des cours du pétrole, les autorités algériennes prévoient entre autres le gel des recrutements dans la fonction publique en 2015, ainsi que la promotion des exportations hors hydrocarbures. Pour les autorités, il s'agit de rationaliser les dépenses publiques et non d'imposer une politique d'austérité. L'impact de la chute du cours du pétrole, il y a une loi de finances complémentaire qui est prévue dans les 2-3 mois à venir. Elle va modifier la loi de finances prévue. Les projets qui ne sont pas prioritaires, qui n'ont pas d'impact sur le social et l'économie, vont être ajournés en attendant s'il y a remontée du cours du pétrole. Deuxième point, c'est qu'une instruction a été donnée par le Premier ministre, membre du gouvernement, de mieux gérer leurs projets. Le troisième élément, l'application de l'article 87 bis, augmentation des salaires. Au départ, il devait être généralisé aux 7,5 millions de salariés. Ça sera applicable, mais uniquement pour les catégories qui touchent moins de 20 000 dinars. Le pays puise dans ses réserves de change qui ont baissé de 10 milliards de dollars en 6 mois après une hausse continue depuis 10 ans. Selon le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, la crise engendrée par la baisse des cours du brut est sévère et risque d'avoir des conséquences imprévisibles sur l'économie algérienne. Aussi préfère-t-il prévoir plutôt que guérir, un avis partagé par de nombreux observateurs. On ne peut pas avoir 40 milliards de dollars ou 45 milliards de dollars de recettes et sortir des devises de 80 milliards de dollars. Parce que si on continue à cette lancée, on risque d'aller vers un épuisement des réserves de change qui sont actuellement de 185 milliards de dollars. Si on ajoute les 173 tonnes d'or, l'équivalent de 7 milliards de dollars, on est actuellement à 195 milliards de dollars. Et là, il y a un plan, peut-être pas d'austérité, mais d'ajustement des dépenses. Rappelons que l'Algérie tire plus de 95% de ses revenus externes de l'exportation des hydrocarbures et que le prix du brut est tombé en janvier 2015 à son plus bas niveau depuis 6 ans. À Madagascar, plusieurs quartiers de la capitale Antananarive sont toujours sous les eaux. Les multiples épisodes de fortes pluies ont provoqué les pires inondations depuis 50 ans. Les sinistrés sont accompagnés par l'aide d'urgence qui peine néanmoins à s'organiser. Ibrahim Ndiaye. Madagascar est souvent à la merci des conditions climatiques. Près du quart de la population, soit environ 5 millions de personnes, vivent dans des régions à risque. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit suite aux récentes intempéries. Plusieurs digues de protection dans la périphérie de la capitale Antananarivo ont même été rompues, exposant ainsi des milliers de personnes à des inondations. Les autorités annoncent 19 morts et plus de 60 000 sinistrés. Les intempéries qui touchent Madagascar depuis mi-février sont d'une ampleur exceptionnelle, à tel point que les inondations actuelles sont considérées comme étant les plus graves depuis celles de 1959. Le manque de moyens prévus à disposition est jumelé à des infrastructures vétustes ou mal consolidées, ont fait que les crues engendrées par les pluies torrentielles qui n'ont cessé de tomber depuis 15 jours ont fait que le bilan actuel est lourd, aussi bien sur le plan humain que matériel. Aujourd'hui, les autorités doivent d'une part faire face aux plus urgents, à savoir reloger provisoirement les déplacés et les sinistrés, colmater les brèches au niveau des digues et des barrages, et essayer de prévenir la population des risques en cours, car d'autres épisodes de fortes pluies sont à prévoir. Des situations d'urgence qui entraînent le gouvernement malgache à des mesures préventives. Elle exhorte les populations à rejoindre les sites d'hébergement de secours et maintiennent l'alerte rouge, car d'autres maisons fragilisées pourraient encore s'écrouler. À court et à moyen terme, il faut prévenir la propagation des maladies, mais surtout prévoir une réforme sur le plan de l'urbanisation qui pourrait permettre d'endiguer les constructions dans les zones à risque, sachant qu'une grande partie de la capitale est initialement composée de marécages, de zones marécageuses, mais aussi donc d'exiger la mise en place progressive de normes au niveau des constructions, car beaucoup de décès répertoriés sont dus à l'effondrement d'habitations. Les canalisations mal entretenues et bouchées par les détritus obligent également les autorités à penser à une campagne éducative en matière d'hygiène au niveau de la population, surtout dans les bas quartiers, mais également à doter les municipalités de plus de moyens pour le ramassage des ordures et éradiquer les maladies ou autres risques du genre. Le sud de l'île connaît en revanche une période de sécheresse qui menace l'économie du pays. Les évasions dacridiennes nuisent également à l'agriculture à Madagascar. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.